Imagine un instant. Une armée surgit de nulle part. Elle brûle ta capitale, massacre tes soldats, détruit tout ce que ta civilisation a mis 1000 ans à construire. Ce n'est pas un film, ce n'est pas une fiction. C'est ce qui est arrivé à l'Iran, encore et encore, pendant 25 siècles. Alexandre le Grand, les légions romaines, les califes arabes, Gengis Khan, Tamerlan, les plus grands conquérants de l'histoire ont tous posé leurs bottes sur cette terre. Certains l'ont ravagée, d'autres l'ont réduite en cendres. Et pourtant, l'Iran existe encore. L'Iran parle encore persan. L'Iran pense encore en persan. Comment est-ce possible? Dans les 20 minutes qui suivent, tu vas découvrir comment une civilisation a survécu à des invasions qui ont effacé des empires entiers. Tu vas comprendre pourquoi l'Iran a inventé la notion de temps linéaire que tu utilises aujourd'hui. Et tu vas voir comment un pays a volontairement changé son nom pour redéfinir son identité. Bienvenue dans l'histoire réelle de l'Iran. On nous apprend à l'école que la civilisation est née en Mésopotamie, en Égypte, en Grèce. C'est une demi-vérité et une injustice historique monumentale. Il y a 6000 à 7000 ans, sur ce plateau iranien, des sociétés urbaines voyaient déjà le jour. La culture de Jiroft, le ziggurat de Chogha-Zanbil, des céramiques datant du 4e millénaire avant Jésus-Christ. L'Iran n'est pas à côté du berceau de la civilisation, il en est l'un des piliers fondateurs. Le premier grand acteur géopolitique de ces terres s'appelait l'Élam. Sa capitale, Suse. Sa puissance, suffisante pour dicter sa loi aux Sumériens. Et au XXIIIe siècle avant notre ère, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le roi akkadien Naram-Sin fait la guerre à l'Élam. La guerre se termine non pas par une capitulation, mais par un traité écrit. Un document juridique garantissant l'indépendance d'Élam en échange d'une alliance diplomatique. C'est le premier traité international de toute l'histoire humaine. L'espace iranien est à l'origine de la diplomatie mondiale. Cela seul devrait suffire à le placer dans les manuels d'histoire du monde entier. Entre le XXe et le XVe siècle avant notre ère, des tribus nomades descendent des steppes d'Asie centrale. Elles appartiennent à la grande famille des peuples indo-européens. Leur langue ancienne est une parente directe du latin, du grec, de l'anglais, de l'espagnol. Ces peuples se donnent un nom, les Aryens. Ce mot, en vieux persan, signifie simplement « les nobles ». Ils baptisent leur nouvelle terre Aryanam Vaeja, le pays des Aryens. Ce mot, déformé au fil des siècles, deviendra Iran. Le nom du pays n'est pas une invention moderne. Il a 3500 ans, avant que la Grèce invente la philosophie, avant que Rome invente le droit, avant que les monothéismes remodèlent le monde. Il y a eu Zarathustra. Le zoroastrisme est né sur le plateau iranien. Et il a littéralement reprogrammé la façon dont l'humanité perçoit le temps, le bien et le mal. Dans le monde antique, le temps était cyclique. Les saisons revenaient, les dieux se répétaient, l'histoire tournait en rond. Le zoroastrisme a tout changé. Il a proclamé « le temps est linéaire ». Le monde a eu un début, il aura une fin, et cette fin sera un jugement dernier, une bataille ultime entre la lumière et les ténèbres. D'un côté, Ahura Mazda, le dieu de la lumière, de la vérité, de l'ordre. De l'autre, Ahriman, l'esprit du mensonge, du chaos, des ténèbres. Et la géographie de ce mal, les steppes nomades d'Eurasie, d'où venaient les raids dévastateurs. Être iranien signifiait être un guerrier de la lumière. Toute leur culture, leur poésie, leur état étaient construites sur l'idée de lutter activement contre les forces du mal. Cette idée a forgé une cohésion nationale extraordinaire. Un peuple avec une mission cosmique ne disparaît pas facilement. Quand les Perses ont conquis Babylone au VIe siècle avant J.C., ils ont libéré les Juifs. Judée est devenue une province perse pendant 2 siècles. Durant ce contact prolongé, les penseurs juifs ont adopté du zoroastrisme la notion du temps linéaire, de la fin des temps, du jugement dernier. Cette doctrine a ensuite irrigué le christianisme, puis l'islam. Friedrich Nietzsche l'a reconnu lui-même. L'Iran a joué un rôle clé dans l'invention du temps. Chaque fois que tu penses à l'avenir, à la fin du monde, au jugement dernier, tu penses en persan. En 550 avant J.C., un homme nommé Cyrus, mi-persan, mi-mède, réunit 2 peuples,
et commence à bâtir ce que les historiens appelleront le premier empire mondial, l'empire achéménide. Cyrus était différent des tyrans de son époque. Quand il conquérait la Lydie, les cités grecques d'Asie mineure ou Babylone, il ne détruisait pas les temples, il n'esclavagisait pas les populations. Il construisait un empire sur le respect. Sous Darius Ier, l'empire s'étend de l'Égypte à la vallée de l'Indus. Près de 50 millions de personnes, la moitié de la population mondiale de l'époque, vivent sous domination perse. Darius invente les premières autoroutes d'État, un système postal ultra rapide, une monnaie unifiée, le daric, et une administration centralisée divisée en 20 provinces. Il y a 2500 ans, la Perse inventait la gouvernance mondiale. Mais l'histoire ne pardonne pas les erreurs. Cyrus s'aventure en Asie centrale pour combattre les Massagètes. Et là, le plus grand empereur du monde rencontre sa fin. La bataille fut si brutale que l'armée perse fut anéantie. Selon Hérodote, la reine Tomiris, qui cherchait à venger la mort de son fils, ordonna à ses hommes de retrouver le corps de Cyrus. Elle lui trancha la tête et la jeta dans une outre remplie de sang humain en lui disant « Tu as soif de sang, bois maintenant jusqu'à plus soif. » Malgré cette fin tragique, l'Empire survécut. L'idée perse était plus forte qu'un seul homme. Nous avons tous appris l'histoire des 300 Spartiates, les Thermopyles, Marathon, Salamine. La résistance héroïque des Grecs contre l'envahisseur perse, c'est un mythe occidental, une demi-vérité construite pour les besoins d'un récit. Oui, les Grecs ont défendu leur indépendance, mais pour l'Empire achéménide, perdre quelques villes en périphérie, c'était comme une piqûre de moustique. Les Perses ont simplement changé de tactique. Ils ont commencé à financer d'abord Athènes, puis Sparte, jouant les Grecs les uns contre les autres. En 387 avant J.C., les Grecs épuisés ont signé un traité humiliant, aux conditions du roi perse Artaxerxès. Ce que les Perses ne pouvaient pas prendre par la force des armes, ils l'ont acheté. La Perse est devenue maîtresse de la Grèce sans tirer un seul coup de flèche. En 330 avant J.C., les phalanges macédoniennes d'Alexandre écrasent l'armée perse. Alexandre brûle Persépolis, la splendide capitale des rois des rois. Il semblait que 1000 ans d'histoire iranienne venaient de prendre fin. Des ruines des Achéménides surgit l'État hellénistique des Séleucides, dirigé par des Grecs. La culture grecque devait recouvrir l'Orient comme un manteau. C'est exactement à ce moment-là que le mécanisme de survie iranien s'est mis en marche. Alexandre lui-même a commencé à porter des vêtements perses, à adopter l'étiquette de la cour perse, à se marier avec des femmes perses, à vouloir être considéré comme le successeur légitime des rois achéménides. Les conquérants venaient pour imposer leur culture. Ils repartaient avec la culture perse. Au IIIe siècle avant J.C., les Parthes, une tribu indo-iranienne, chassèrent les Grecs et créèrent l'Empire parthe. Leur roi proclama le titre de roi des rois, successeur des Achéménides. Pendant 5 siècles, ils tinrent tête à Rome elle-même, infligeant des défaites écrasantes aux légions au Moyen-Orient. L'Iran avait perdu son empire. Il avait absorbé ses conquérants, et il était reparti de zéro. En l'an 224, une nouvelle dynastie jaillit de la région du Fars, berceau des premiers Perses. Les Sassanides prennent le pouvoir et créent un État férocement centralisé, dans lequel le zoroastrisme devient la religion officielle d'État. Pendant presque 400 ans, l'Iran sassanide est une superpuissance qui mène des guerres épuisantes, d'abord contre Rome, puis contre Byzance, pour le contrôle de la Mésopotamie et du Caucase. Mais ces siècles de guerres incessantes saignent l'Iran à blanc. Et de nulle part surgit une force nouvelle, venue des déserts d'Arabie. En 651, la capitale perse tombe. Le dernier shah de la dynastie sassanide est traîtreusement assassiné. Tout l'Iran passe sous domination arabe. L'ère du califat omeyyade commence. Les Arabes apportent une nouvelle religion, l'islam, et une nouvelle langue. Le zoroastrisme, qui avait alimenté l'esprit iranien depuis des millénaires, commence à s'effacer. Pour n'importe quelle autre culture, cela aurait signifié l'effacement total de l'identité, comme cela s'est produit avec l'Égypte ou la Syrie. Définitivement arabisé. Mais les Perses ont recommencé. Le califat islamique, notamment sous les Abbassides, a commencé à s'appuyer massivement sur des bureaucrates, des savants et des poètes perses. Les califes arabes ont adopté les méthodes de gouvernance perse. La langue farsie
n'a pas seulement survécu, elle a survécu à des dizaines d'empires. Les plus grands traités scientifiques et les plus beaux poèmes ont continué à être écrits en persan. Avicenne, Al-Biruni, Rumi, Hafez, Omar Khayyam. La Perse avait perdu la bataille, elle avait gagné la culture. En 1220, Gengis Khan arrive des steppes d'Asie centrale. Les Mongols ne se contentaient pas de conquérir des territoires, ils massacraient des villes entières. Ils détruisaient les systèmes d'irrigation millénaires. Nishapur, Merv, Rai, des cités d'1 million d'habitants réduites à des champs de ruines. Des pyramides de crânes humains s'élevaient à la place des minarets. Il semblait que l'Iran allait devenir un pâturage pour nomades. Mais quand le petit-fils de Gengis Khan, Hulagu, fonda un État mongol ici, l'île Khanate, quelque chose d'incroyable se produisit. Ces conquérants sauvages, habitués à vivre dans des yourtes, adoptèrent soudainement l'islam. Ils firent de la langue persane la langue d'État. Ils commencèrent à construire de grandioses mosquées perses aux coupoles bleues. Ils commencèrent à financer des savants et des poètes locaux, enrichissant ainsi la culture persane. À la fin du XIVe siècle, l'histoire se répéta. Tamerlan dévasta ses terres. Il dressa des pyramides de têtes coupées. Et simultanément, il se prosterna devant la culture perse. Il emmena les meilleurs artisans iraniens dans sa capitale. Ses descendants, les Timourides, déclenchèrent une véritable renaissance persane. Pendant presque 300 ans, l'Iran fut un creuset politique dominé par des Mongols et des Turcs. Mais en montant sur le trône iranien, en l'espace de quelques générations, il devenait irrévocablement perse. Le code culturel iranien avait complètement reprogrammé ses envahisseurs. De ce creuset de 300 ans, surgit en 1501 un homme nommé Shah Ismail. Il réunifie le pays et fonde l'État safavide. Les Safavides font du chiisme la religion officielle d'État de l'Iran. Séparant à jamais l'Iran culturellement et politiquement du reste du monde islamique, à majorité sunnite, et notamment de l'Empire ottoman. Ce n'était pas qu'une décision religieuse, c'était une déclaration d'identité. L'Iran n'était pas un sous-ensemble du monde arabo-islamique. L'Iran était une civilisation à part entière, avec ses propres racines, sa propre langue, sa propre vision du monde. Au XIXe siècle, l'Iran entra dans une période de crise sévère. Il perdit la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan après des guerres dévastatrices contre l'Empire russe. Au début du XXe siècle, l'Iran était un décor pour le grand jeu géopolitique entre les empires britanniques et russes. En 1925, Reza Shah Pahlavi prit le pouvoir. Il entreprit une modernisation forcée du pays. Et en 1935, il fit quelque chose qui secoua la diplomatie mondiale. Pour des siècles, l'Occident avait appelé ce pays la Perse, un nom dérivé du terme grec désignant la région du Fars, associé en Europe aux contes de fées, aux tapis et à l'exotisme. Reza Shah envoya une directive officielle à toutes les ambassades. Désormais, le pays doit être appelé par son vrai nom ancien, celui qu'il s'était toujours donné. Iran, le pays des Aryens. Ce n'était pas un caprice linguistique, c'était une déclaration politique. Nous ne sommes pas une colonie exotique, nous sommes une nation puissante avec des racines millénaires, et vous devrez compter avec nous. Aujourd'hui, un paradoxe saisissant existe dans l'esprit collectif mondial. Le mot Iran évoque pour beaucoup tensions géopolitiques, sanctions, conflits, nouvelles sombres. Le mot perse, lui, n'a pas disparu. Il a acquis une aura romantique, presque mythique. La Perse est associée à une grandeur perdue, à une poésie raffinée, à des empires de contes de fées. Deux noms, une seule terre, et une lutte constante sur la façon dont elle sera mémorisée. Sur ces 5000 ans d'histoire, cette civilisation a développé le mécanisme de survie ultime. Face aux Macédoniens, aux Arabes, aux Mongols, elle n'a pas disparu. Elle a absorbé ses conquérants, les reformatant à sa propre image. Elle a inventé le temps dans lequel nous vivons. Elle a posé les fondations de la diplomatie mondiale. Et elle a appris à perdre des batailles pour gagner l'éternité. Mais peut-être que leur plus grand combat se déroule en ce moment même. Car parfois, caché derrière le simple nom d'un pays, se trouve une guerre silencieuse et invisible. Une guerre entre qui nous étions dans le passé, qui nous sommes aujourd'hui, et comment le monde veut nous voir. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne rien rater.